Allez, go. Il s'éclate. On va tourner, hein. Allez. Salut à tous. Salut. Ça, c'est une boîte à prout qui a été faite pour le Secret Santa de Seb. Alors nous, on est un peu teubés parce qu'on s'est amusé à faire une boîte à prout, mais c'est avant tout une surface tactile imprimée en 3D, sans boutons, hein, ça marche juste à l'effleurement, avec 3x3, 9 boutons. En fait, c'est tout simplement un ESP32 avec un bout de code qui permet de créer des boutons tactiles et juste en effleurant le PLA, on active une action de prout. C'est quand même génial. Cette action de prout, ça pourrait tout simplement être un contrôleur MIDI qui permet de faire de la musique sur son ordinateur. Ouais, tu mets une caisse claire, une grosse caisse, une note de guitare, bref, tu pourrais faire un peu d'électro avec ça. Ça pourrait être un Stream Deck, Oui. tout simplement, qui permet de contrôler différentes actions de son ordinateur. Ou alors, plus simplement, comme on va le voir dans cette vidéo, un contrôleur de domotique pour servir d'interrupteur et allumer et éteindre sa lumière. En fait, techniquement, ce qui va être trop ouf, c'est que ce qu'on va faire, c'est créer un véritable interrupteur que vous pouvez poser à côté de vos portes, tactile, avec 2 boutons, et qui ne nécessite pas 2 boutons, justement. Juste votre impression 3D. Ça, c'est ouf. Ça a été suffisamment clair sur le fait que c'était tactile avec un ESP32 ou pas? Et sans bouton. Avec de l'impression 3D. Un bouton sans bouton. Il n'y a pas de soudure de bouton. Non. C'est du PLA qui répond à des commandes tactiles. Vous faites une économie de 100% du montant de l'achat d'un bouton. Alors le mieux dans tout ça, c'est que là on utilise du PLA classique, mais en fait, aujourd'hui on va carrément utiliser du PLA conducteur pour améliorer les fonctionnalités tactiles de tout ça. Ça sera ultra réactif. T'imagines un bouton sans bouton, tactile, sans système, juste imprimé, comme ça? Je crois que c'est assez clair. Oui, c'est parti. Cette vidéo est présentée en collaboration commerciale avec Bambulab. Et ouais, vous le savez, dans la télé Frères Poulain, on change pas une équipe qui gagne. Si vous avez toujours voulu vous lancer dans l'impression 3D, mais vous avez peur que ce soit trop compliqué, trop cher ou que ça demande un diplôme en ingénierie, eh ben laissez-nous vous présenter la Bambulab A1. C'est l'imprimante qui va casser tous les clichés et surtout qui va vous permettre de débuter dans vos projets de création. Déjà, elle offre une qualité d'impression incroyable pour un prix ultra accessible et en plus, elle bat tous les records de vitesse. On parle ici d'un rendu qui rivalise avec des imprimantes bien plus coûteuses sans exploser votre budget. Si vous voulez imprimer des accessoires, des pièces de rangement, des figurines ou même des prototypes, la A1 vous permettra de faire tout ça avec une précision et une vitesse bluffante. De toute façon, vous allez le voir, on l'utilise dans cette vidéo, c'est pas un hasard. Le plus beau dans tout ça, c'est qu'elle est ultra simple à utiliser. Par exemple, avec MakerWord, vous pouvez littéralement lancer votre impression en un clic depuis votre téléphone. Donc il suffit juste de choisir, cliquer et c'est parti. Et c'est pas tout, si vous voulez imprimer en plusieurs couleurs sans vous arracher les cheveux, contrairement aux autres machines où l'impression multicouleur ça demande des compétences hyper avancées, ici grâce à l'AMS et un bon slicer, tout est automatisé et super fluide. Vous choisissez vos couleurs et c'est l'imprimante qui s'occupe du reste. C'est vraiment trop bien pour ceux qui veulent aller plus loin dans la personnalisation sans se prendre la tête. Cette impression 3D là, vous la reconnaissez peut-être, c'est une des premières, si ce n'est la première impression multicouleur qu'on a imprimée sur notre Bambulab il y a quelques années. Il y a du noir, du blanc, du bleu, du rouge, elle est toujours aussi magnifique et ça reste une référence. Baptiste vous avait montré la dernière fois des petits tableaux comme ça qu'on peut aussi imprimer en multicouleur qui représentent là Mario et qui sont franchement du plus bel effet. Et puis on vous en a pas parlé mais on a quand même réinstallé le Air Hockey dans le showroom et donc on a forcément imprimé un petit palais comme ça en carbone pour que ça soit ultra résistant avec le petit maillet pour lancer le tout. Et franchement, ça marche super bien. Vous l'aurez compris, c'est une imprimante hyper économique et polyvalente qui s'adapte à tous les besoins. Si vous cherchez une imprimante 3D performante, accessible, rapide, bref, avec plein de qualités, la Bambulab A1 est faite pour vous. Merci Bambulab, de toute façon, nous, on va l'utiliser dans cette vidéo, la suite. Ah bah oui, vous allez la voir fonctionner là, c'est sûr. Comme on vient de vous le dire en intro, on va utiliser un ESP32. Vous commencez un tout petit peu à les connaître sur la chaîne, mais on s'est rendu compte de quelque chose au fur et à mesure des années, c'est que quand on regardait l'état des ports GPIO et où connecter les différentes bornes sur nos différents projets, on avait ce petit truc là qui sortait qui s'appelait Touch. Alors Touch 7, Touch 6, Touch 1, Touch 0 et on s'est un peu renseigné et on s'est rendu compte que c'était des ports qui permettaient de gérer des boutons capacitifs. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire techniquement que si je viens me relier à un de ces ports GPIO là et que j'y connecte un câble classique, je vais pouvoir détecter en fait des variations de la capacitance à la pointe et quand je vais le toucher, je vais techniquement créer une surface tactile qui va détecter une variation de cette capacité et déclencher une action en fonction de ce toucher. Et donc on crée en fait un interrupteur tactile avec un petit bout de métal qui vaut même pas 5 centimes d'euros. Et sur le pad que vous avez vu tout à l'heure, en fait ce qu'on a fait tout simplement c'est de mettre une petite couche de PLA par-dessus et malgré le fait que le PLA soit isolant, quand j'approche mon doigt du petit pad tactile, ça suffit quand même pour détecter une variation de la valeur et donc déclencher une action. Le seul problème, c'est que comme le PLA est très épais, on a très peu de variation de la valeur, ce qui fait que du coup j'ai dû créer une calibration des valeurs pour avoir une moyenne, et donc quand on branche la machine... Bonjour Sébastien, calibration en cours, merci de ne pas toucher à la machine à prout. Donc là, faut pas toucher à la machine parce que du coup il est en train de lire les valeurs qui entourent les capteurs capacitifs. Et ensuite, il sait qu'il a une moyenne, et c'est en détectant une variation de cette moyenne-là qu'il va lancer un prout.
Et donc parfois il suffit juste de passer à côté de la boîte ou qu'on ouvre la porte du micro-ondes pour que ça détecte une variation des valeurs et que ça déclenche un prout de manière totalement random et aléatoire. Ce qui est extrêmement drôle, mais ce qui serait beaucoup moins pratique dans le cas d'un interrupteur pour allumer la lumière. Mais la bonne idée qu'on a eue avec Artus, c'est qu'on s'est dit, bah attends, il existe du PLA conducteur électriquement, donc cette variation, elle pourrait être beaucoup plus évidente, beaucoup plus rapide, beaucoup plus puissante. Donc ce qu'on va faire d'abord, c'est tester le PLA non conducteur et le PLA conducteur pour voir s'il y a une vraie différence au multimètre. Et bah surprise, franchement. Ça marche! Alors, comme on vous l'a dit, c'est un peu une catastrophe, hein. Ça a une très grande résistance. Oui. Quand on vient mettre l'alimentation de laboratoire directement avec les bornes plus et moins de chaque côté, même lorsqu'on vient de rapprocher de quelques millimètres, il n'y a pas de courant qui passe, c'est pas du tout détecté par l'alimentation et elle se met pas en sécurité. On n'aurait pas de multimètre, on penserait que ça se comporte comme un isolant. Donc il faut le voir au travers de la LED qui s'allume un tout petit peu. Et par contre, quand on vient le mettre au multimètre, le PLA classique a une résistance infinie, il n'y a aucun changement qui s'effectue de valeur sur le multimètre. Par contre, avec le PLA conducteur, on remarque Une vraie variation. Et voilà, il y a des différences, il y a une valeur qui est retournée. Et techniquement, dans notre cas de figure, en fait, c'est ce qu'il faut. Exactement, on s'en fiche que ça transporte l'électricité. Ce dont on a besoin techniquement, c'est de que détecter une variation pour avoir cette valeur-là qui est retournée avec le SP32 et qui est lue et qui déclenche une action. Et là, on l'a vraiment à 100%. Donc ça, c'est archi top pour notre projet, ça sent très bon. Maintenant, est-ce qu'il y a une vraie différence pratique de sensibilité par rapport à la boîte à prout qui utilise du PLA classique? Ça, bah du coup, la meilleure façon de le découvrir, c'est de faire des impressions de test entre du filament classique et du filament conducteur et de lire la valeur qui est retransmise par le SP32. Moi, j'y crois. Je suis sûr qu'on est en train de créer une vraie résistance tactile qui est aussi responsive qu'un iPhone. Là, en tout cas, on charge la Bambulab dans l'AMS avec le filament conducteur et on imprime différents échantillons de différents PLA. Alors je vous le dis tout de suite, il y a quelques différences entre l'ESP32 et les ESP32 S2 et S3 qui remontent des valeurs qui sont légèrement différentes. Là en l'occurrence, ce que je vais vous montrer comme test, ça va être l'ESP32 S3 et donc on a des valeurs qui sont beaucoup plus importantes. Mais le principe de fonctionnement reste le même. Comme toujours, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver dans l'IDE Arduino et on va charger un projet qui permet de lire les valeurs touch. Donc on va dans ESP32, touch et on va dans touch read. Donc ce qu'on veut, c'est lire les valeurs de touch. Alors, les broches qu'on va utiliser, Baptiste, il vous les a montrées sur son écran tout à l'heure, c'est T1, T2, T3, etc. Dans le code, on vient changer ici Serial Print Touch Read et on met 9. Vous voyez, le code, il est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'on a vraiment un système qui a été pensé par Espressif, le créateur des ESP32, pour permettre justement d'avoir des broches spécifiques avec du code spécifique qui permet d'effectuer ces actions-là de manière ultra simple. Il n'y a pas de code à créer pour lire les valeurs analogiques, etc. C'est tout simplement touch read T9, lire la valeur touch sur la broche 9. Ok, donc ça y est, maintenant le code a été envoyé. Si je vais dans notre moniteur série juste ici, on va voir des valeurs qui apparaissent. Donc là, on voit que nos valeurs stabilisées comme ça, elles sont à 24 387. Ce qu'on va faire, c'est que je vais approcher ma main et on va voir que les valeurs, elles commencent à augmenter petit à petit. Donc là, 25 000, je me rapproche, 26 000. Donc là, je touche l'isolant. On voit que je passe donc à 28 000. Si je presse un peu plus, forcément, je vais augmenter la surface de mon doigt sur l'isolant. On passe à 30 000. Donc c'est pas énorme, hein. Par contre, dès que je viens toucher le conducteur, donc le cuivre, voilà, 180 000. C'est quand même radical. Donc là, on a notre petit cuivre qui est dénudé en haut et on a un pad de 3 mm de PLA classique et du 3 mm en PLA conducteur. Ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va scotcher en dessous de notre petite pastille le conducteur. Donc là, je vais faire une petite boucle. Je mets un bout de scotch. Hop. Et là, on va prendre le PLA classique et on va coller directement le fil sur le petit pad. Je suis à 25 000 de base, je mets mon doigt, 26 000. Donc là, vous voyez, on se retrouve un petit peu dans le cas de la boîte à prout où la valeur, elle augmente pas beaucoup, elle augmente que de 2000. Si je prends le pad de PLA conducteur de 3 mm, que je scotche dessus le cuivre, bah comme c'est conducteur, on devrait avoir une variation beaucoup plus importante. Je passe à 31 000. Donc on a vraiment une grosse augmentation de la valeur. Ce qui va peut-être être intéressant, c'est que pour avoir des valeurs encore plus grandes, on va passer sur des petits pads qui font 0,6 mm d'épaisseur. Ça s'intègre très très bien dans un projet et ça vous fait un interrupteur sans problème. Donc on va vérifier les valeurs maintenant avec des couches de PLA plus fines. Voilà, 35 000. Donc on a des valeurs encore plus grandes, 36 000. Donc là, clairement, on a une valeur qui augmente de vraiment beaucoup. C'est significatif. Et donc, je suis presque sûr qu'on n'aura jamais de faux positifs. Et on va pouvoir créer un projet là-dessus.
Ah putain, c'est trop bien. J'adore la qualité de la bamboula bain, bordel. Oh, tu peux la garder comme ça, hein, c'est trop tard, ça fait 4 fois qu'on la refait. Elles sont bien les pièces, hein. Ouais, elles sont en vrai premier degré, elles sont vraiment trop bien. Elles sont vraiment chouettes. Ah, c'est tellement beau, en plus avec le filament bambou officiel, c'est magnifique. Ça a demandé surtout du prototypage, forcément, parce que, comme toujours, là, on pense à un port micro USB, mais en fait, on a pris un ESP32 avec un USB-C. Et surtout, on a rajouté un petit striplet au milieu, donc vous allez voir la fonctionnalité dans quelques instants, puisque tout ça va être intégré à notre domotique. Alors on en profite pour remercier Valentin qui nous aide en ce moment à l'atelier et qui nous a permis de designer ça de manière beaucoup plus rapide pendant qu'on tournait la vidéo. Vous retrouvez tous les liens de ces pièces dans la description sur le Thingiverse, le Printable, le Maker World, le GitHub des frères Poulain. Voilà, en lien dans la description comme tu viens de le dire. Et ça a été vraiment pensé pour que ça soit super simple d'assemblage. Donc on a bien notre boîtier avec un PLA métal, c'est métal, Bleu hein, métallique. bleu métallique qui est vraiment incroyable. C'est une petite merveille ce PLA. Avec une insertion absolument parfaite du PLA conducteur qui du coup fonctionne très bien en impression PLA générique classique. Les deux se fusionnent à la perfection. Voilà, qui s'imprime comme un PLA traditionnel. Ouais, donc on a un résultat qui est super. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Le rendre fonctionnel en fait, de mettre toute l'électronique à l'intérieur, de voir si tout se rentre bien. Vous allez voir le montage, il est super simple, c'est parti. Donc on vous en avait déjà parlé, pour tout ce qui est intégration ESP32 dans Home Assistant, on se base sur ESP Home qui permet vraiment d'avoir une intégration de gestion de tout notre parc ESP32 qui s'intègre au travers de Home Assistant. Donc là, j'ai déjà mon firmware qui a été installé sur le module. Donc là, on voit qu'il est marqué offline parce que il n'est pas branché. Et quand on clique sur Edit, on voit tout le fichier de configuration. Donc déjà, la première chose que j'ai faite, qui est interne à la configuration de ESP Home et qui se retrouve pas dans Home Assistant, c'est d'avoir un retour d'état local des interrupteurs. Donc là, si j'appuie, c'est rouge, donc l'interrupteur est désactivé. Normalement, quand on va retrouver notre appareil dans l'intégration ESP Home sur Home Assistant, interrupteur tactile atelier, on voit bien qu'on a l'interrupteur 2 qui est enclenché et l'interrupteur 1 qui est disponible en vert. Donc là, si je mets les deux en rouge, il s'active dans Home Assistant et je peux, au travers de Home Assistant, changer l'état de l'interrupteur aussi. Ça, c'est ultra pratique parce que du coup, on a un interrupteur tactile, mais qui fonctionne avec un système on-off. Et enfin, par rapport à la taille du boîtier, on avait ici une petite LED centrale. On peut la commander à distance. Elle est ultra puissante. Mais ce qui est cool, c'est que du coup, je peux créer des états particuliers par rapport à notre domotique. Là, par exemple, j'ai mis un violet. On peut très bien dire au travers de Home Assistant que si c'est violet, ça veut dire qu'il y a un défaut sur la domotique. Voilà. Donc, on a à la fois un interrupteur et un système de retour d'état visuel. Bon, ce que je vais faire techniquement, c'est que je vais remplacer un interrupteur qu'on avait dans l'ancien atelier, enfin dans l'atelier, le nouvel atelier, mais ça fait longtemps qu'on a l'interrupteur. Et c'est un interrupteur qui gère en fait l'allumage et l'extinction des fonctions de détection de mouvement. Le problème, c'est que comme ça n'allume pas et que ça n'éteint pas les lumières, on n'a aucun moyen visuel de repérer si on a cliqué ou pas cliqué sur l'interrupteur. Alors que là, avec celui-ci, ce qui va être super pratique, c'est qu'on va pouvoir se rendre compte immédiatement si le mode détection de mouvement est activé ou désactivé. Donc c'est parfait pour le remplacer. Voilà, bon, comme on peut le voir, c'est ultra réactif, c'est incroyable, et c'est ce que j'avais dit au début de cette vidéo. On dirait la réactivité d'un écran de téléphone portable, quoi. C'est hyper, la fonction capacitive est incroyable. Vous l'aurez vu, il y a un petit port USB juste là, parce que nous, à l'atelier, ça ne pose absolument aucun problème d'avoir... Bonjour. Il y en a qui bossent. Ah oui, désolé. Parce que nous, avec Artus, dans notre volonté à l'atelier, on veut que ce soit alimenté pour avoir un retour d'état avec le strip LED. Le truc, c'est que c'est pas forcément adapté à toutes les configurations. Nous, on est dans un atelier, on en fait un usage professionnel. Mais pour ceux qui en font un usage un peu plus classique à la maison, on peut très facilement imaginer exactement la même version, mais sans le strip LED et avec à l'intérieur une petite pile bouton comme dans n'importe quel interrupteur, notamment celui-ci par exemple, et qui pourrait utiliser la fonction Deep Sleep de la carte ESP32. Et ce qui ferait qu'avec une petite pile bouton, on aurait plusieurs mois, voire plusieurs années d'autonomie avec un fonctionnement tactile parfaitement normal. Donc c'est vraiment pas handicapant d'avoir ce port USB là, c'est juste que c'est deux versions qui pourraient cohabiter complètement l'une à côté de l'autre. Bon, je pense que maintenant la gestion des automatismes et des détecteurs de mouvement sur Home Assistant, si vous suivez la chaîne, elle a plus de secret pour vous. Et il y a un truc super pratique qui a été développé par Home Assistant qu'on vous a jamais montré et dont on parle pas beaucoup, ça s'appelle les blueprints. Et en fait, c'est tout simplement des modèles qui vont permettre de créer des automatisations de manière super simple. Et en plus, ces modèles là, ils peuvent être développés
développé par la communauté. Et vous voyez, l'interface, elle est un petit peu différente. Elle ressemble pas du tout à un automatisme classique. C'est normal parce que tout l'intérêt du Blueprint, c'est de nous proposer une configuration ultra simplifiée. On va pouvoir créer un bypass qui va allumer ou non l'automatisme en fonction de l'état d'un interrupteur. Donc on va tout simplement choisir l'interrupteur que Baptiste vient d'installer. Donc du coup, si je dis pas de bêtises, c'est l'interrupteur tactile numéro 1. Et là, comme on a le Blueprint qui simplifie le tout, on a juste à enregistrer. Et voilà, et donc maintenant, quand l'interrupteur est allumé et quand la petite LED rouge est aussi éclairée, ça veut dire qu'on a l'automatisme qui est bloqué et notre lumière ne s'éteindra plus automatiquement. Donc là, on est vraiment dans un très bon cas d'usage. Seb est en train de faire la peinture, donc la lumière s'éteint toutes les 2 minutes. Là, s'il va dans le Fab Lab, évidemment, elle s'allume. Quand il revient ici, la lumière du Fab Lab va s'éteindre. Pof, il y a l'imprimante 3D, donc... Parce que notre automatisme est activé, on le voit ici, c'est en vert. Vert pour activer. Et donc forcément, maintenant, je désactive l'automatisme avec une position forcée sur allumé. Donc vous voyez, le Fab Lab s'est allumé. Si Baptiste rentre et il sort... Il se passe rien. Non. Puisqu'il n'y a pas d'automatisme, ça ne l'éteint ni ne l'allume du tout. Par contre, évidemment, quand il sort, il y a même l'automatisme de détection de sa sortie qui est aussi désactivé. Donc ça reste allumé. Ce qui fait que nous, habituellement, on sortait de l'atelier et là, on partait. Et ça restait comme ça. Mais maintenant, du coup, on voit tout de suite que c'est rouge, donc il y a un problème. Et si j'appuie, forcément, il n'y a personne dedans. Il sait qu'il n'y a rien, ça devrait s'éteindre. Donc là, bon, on a pu appréhender plein de choses en fait au travers de Home Assistant, les blueprints, etc. Mais dans tous les cas, c'est un truc de ouf. On a un interrupteur en PLA. Oui, un interrupteur tactile sans système de bouton tactile à acheter sur une autre plateforme où c'est du plastique tactile. Donc, vous avez une utilité concrète de domotique, mais on vous met quand même les liens dans la description de la boîte à prout si vous voulez reproduire cette incroyable invention. La boîte à prout, ça m'aura fumé du début à la fin de cet épisode. Bon les amis, voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres. Hyper important, le pouce en l'air, allez-y. Si vous avez liké cette vidéo, si vous avez appris des choses, pétez le pouce en l'air. On vous embrasse, à la prochaine. Ciao, ciao.